C'est bon, Oui, c'est bon, ça va. Vas-y. d'accord. Donc, j'entame la deuxième partie. Euh, on va rentrer, je pense, au vif du sujet, de l'exposé. Donc, on va introduire les problèmes multiniveaux et on va proposer une méthode, on va exposer une méthode de résolution. Donc, on va introduire d'abord les problèmes multi-objectifs. Ensuite, on va introduire les problèmes multiniveaux. Après, on va définir un ensemble, sur l'ensemble de, toutes les solutions du problème multiniveau. Voilà, déjà, le nom des solutions, on voit bien que le nom change pour une raison qu'on donnera plus tard. On l'appellera un compromis. Et enfin, on va essayer de généraliser la méthode adaptée, qu'on a vu tout à l'heure, pour le cas multiniveau. Donc, un problème multi-objectif, il y a un problème multi-objectif, il y a un problème de fonction. Je suis toujours dans le cas linéaire. Multi-objectif consiste à optimiser une fonction à plusieurs objectifs sur une région réalisable de S. Ici, C devient une matrice de taille n fois k, plutôt k fois n. Donc, on a k objectifs à optimiser et n variables de décision. Donc, on va commencer par une petite classification des problèmes d'optimisation dans le cas général, même dans le cas non linéaire. Donc, je commence par appeler la notion d'ordre. Donc, on prend un ensemble ordonné Z. On rappelle que l'ordre est dit total si on peut toujours comparer deux éléments de Z. Dans le cas contraire, on parle d'ordre partiel. Donc, un problème d'optimisation multicritère ou bien multi-objectif ou bien multi-but, donc on parle de la même chose. Donc, est composé de 5 éléments essentiels. Donc, il contient la région réalisable sur laquelle on cherche une solution, les fonctions, les cas fonctions, le vecteur des fonctions à optimiser, l'espace des objectifs, RK, et un ordre sur l'espace des objectifs. Donc, l'espace des objectifs doit être ordonné pour donner un sens à l'optimisation. Et une application modèle. Donc, un exemple d'application modèle, c'est de maximiser toutes les fonctions objectifs, toutes les fonctions objectifs FI. Ensuite, prendre les max des valeurs maximales de toutes les fonctions objectives. Donc, une autre application, on peut privilégier, par exemple, une fonction, privilégier une fonction à maximiser et mettre le reste des fonctions, le K-1, reste des fonctions, en contrainte. Donc, une classification des problèmes d'optimisation multi-objectifs consiste à, c'est un triplé. Donc, à gauche, le triplé à gauche, c'est la région réalisable et la fonction à optimiser et le domaine et l'espace des variables de décision. Une application modèle et un espace de critères ordonnés. Donc, choisir une classe consiste à fixer une application modèle, un modèle, et un ordre, et choisir un ordre dans l'espace des critères. Donc, une solution, dans ce cas, une solution d'un problème d'optimisation, X étoile, et sera dite une solution optimale dans le sens suivant, dans le sens où il n'existe aucune autre solution réalisable, c'est-à-dire une solution de S, qui améliore tous les objectifs en même temps. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on résout les problèmes multicritères. Donc, dans notre cas, on va toujours prendre le modèle, c'est l'identité, et on va essayer voilà, on va redéfinir le sens, on va redéfinir le sens d'optimalité
Donc, on va dire que deux vecteurs, donc on va définir Z, c'est l'image de la région réalisable, c'est l'ensemble des critères. On va dire que le critère Z1 est supérieur ou égal au critère Z2 si seulement si le critère Z1 domine le critère de Z2 si seulement si Z1 est supérieur ou égal à Z2. Donc, je rappelle que cette inégalité doit être comprise comme une inégalité composante à composante. Donc, deux solutions réalisables, X1 dans S, X2 dans S. Donc, on dit que X1 domine X2 si seulement si l'image de X1 est supérieure ou égale à l'image de X2. Donc, X sera dite non dominée si seulement si il n'existe aucune autre solution qui améliore, il n'existe aucune autre solution différente de X différente de X, qui améliore tous les objectifs à la fois, qui améliore tous les objectifs du problème simultanément. Voilà, c'est ce qu'on appelle une solution efficace ou bien une solution de Pareto. Donc, chercher une solution d'un problème multi-objectif revient à chercher une solution efficace. Donc, toutes les approches qui existent pour la résolution d'un problème multi-objectif consistent à passer de cette classe vers cette classe. Donc, on remarque bien que la classe qui est à droite, l'espace des critères est de dimension 1, c'est-à-dire on se ramène toujours à 1. En d'autres termes, on se ramène à un problème à plusieurs objectifs, toujours à un problème à un seul objectif. Donc, on se ramène toujours à un problème, à la résolution d'un programme linéaire. Donc, l'approche que je vais choisir, c'est celle qui consiste à pondérer, à résoudre le problème scalarisé du problème multi-objectif. Donc, pour trouver donc, une solution de ce problème, on doit chercher un lambda dans RK, ensuite résoudre le problème de programmation linéaire à un seul objectif. Donc, la généralisation de la méthode adaptée au cas multi-objectif donc, est la suivante. On commence toujours par trouver une solution réalisable. Donc, ensuite, on résout ce programme linéaire. Si le programme linéaire est un programme linéaire, donc c'est le programme dual de ce problème, de ce programme linéaire. La dualité dans le sens où si ce problème admet une solution, alors ce problème va admettre une solution. Donc, voilà, on obtient une solution et on prend le lambda, le vecteur des scalaires lambda, égal à R0 plus S, où S voilà, est un vecteur qui a pour composante tous égale 1, et R0 est le deuxième bloc de la solution de ce problème. Ensuite, on résout le problème scalarisé, le problème initial, pour obtenir une solution du problème, une solution non dominée du problème multi-objectif. Donc, on va noter l'ensemble de toutes les solutions par 1P, toutes les solutions non dominées, réalisables non dominées du problème, et NDEX, l'ensemble de toutes les solutions non dominées qui sont des points extrêmes de la région réalisable S. Et NDX, c'est un élément quelconque de NDEX. Alors, une chose à savoir pour la suite, c'est que toutes les solutions dominées sont contenues sur le bord de la région réalisable. Donc, c'est-à-dire ce sont des facettes de la région réalisable. Donc, pour pouvoir les localiser, donc on va augmenter la matrice A en ajoutant les contraintes de positivité. Voilà, et ici, IDN et l'identité de taille N. On va définir un nouvel ensemble d'indices M, un ensemble d'indices de lignes de la matrice A-T, et on va définir
les facettes de S comme éléments de S qui sont solutions de ce système linéaire. Où A tilde Q est la matrice extraite de A tilde en supprimant toutes les lignes qui ne sont pas indexées dans Q. Et de même, on extrait le vecteur B tilde indice Q. Donc, on fait une facette non dominée, c'est-à-dire une facette qui contient des solutions du problème objectif et l'intersection de l'ensemble de toutes les solutions multi-objectifs avec la facette FQ. Voilà, une proposition qui a été donnée par Zellini et You en 1975, donc, qui dit que l'ensemble des solutions non dominées peut être décomposé en facettes, comme la réunion de facettes de S qui sont non dominées, donc N, Q. Donc, pour le moment, on ne se soucie pas de cet indice, de l'indice P. Donc, un critère de non-dominance d'un point, donc on dit qu'un point X0, c'est-à-dire on ne va pas s'amuser à chercher les vecteurs lambda, puis résoudre les problèmes multi-objectifs. Voici un critère un peu plus pratique pour obtenir les solutions non dominées. Donc, on dit que le point, la solution réalisable, de base réalisable X0, est un point et non dominé, c'est-à-dire est une solution du problème multi-objectif, si seulement si la valeur maximale de ce programme linéaire mono-objectif est égale à 0. Sinon, si la valeur maximale est supérieure strictement à 0, alors dans ce cas, on a une solution qui est dominée. Je fais la remarque que W est toujours soit positif, soit nul, parce que les V ils sont tous positifs. Et intuitivement, on peut voir que si W est positif, strictement positif, alors il y a au moins quelques composantes qui sont positives. Donc, si il y a au moins des composantes qui sont, le V devient non nul. Donc, si on ramène le V de l'autre côté, on voit bien qu'il existe une autre solution réalisable X qui domine X0. Donc, un critère d'optimalité d'une facette. Donc, une facette FQ. Donc, si une facette FQ contient dans son intérieur relatif un point qui est non dominé, alors sa fermeture est une facette non dominée. Donc, l'intérieur relatif et la fermeture, c'est relativement à la topologie induite sur le plus petit espace affine qui contient la facette FQ. Donc, voilà, notre remarque, c'est que l'intérieur relatif a été défini juste pour donner un sens à des ensembles de dimensions inférieures. Par exemple, dans R3, si on considère l'intérieur par rapport à la topologie de Rn, va être nul, mais son intérieur relatif, ne va pas être nul. Donc, on est en mesure d'introduire les problèmes multiniveaux. Donc, on fixe d'abord quelques nouvelles notations. Donc, je décompose le vecteur X. Voilà. Pour le moment, je vais le décomposer en deux blocs, X1 bar, X2 bar, où X1 bar est un bloc de composantes, X2 bar de même pour X2 bar, où P est entre 1 et 2. Voilà, N et K et KP et NP sont tous des entiers. Et R qui font une application linéaire de Rn dont RK indice P. Donc, un problème multiniveau, un problème de programmation linéaire multiniveau. Donc, contrairement au problème multi-objectif et au problème de programmation linéaire, on a une structure supplémentaire. C'est la présence d'une hiérarchie dans le processus de résolution. Donc, on a deux décideurs qui veulent optimiser leur problème multi-objectif. Donc déjà, je vais juste
présenter un problème à deux niveaux et la même chose, les mêmes résultats, les mêmes idées s'appliquent sur un problème voilà, plus général, de niveau supérieur, de nombre de niveaux supérieur ou égal à 2. Donc, on a deux décideurs. Donc, le premier décideur, voilà, qui veulent atteindre une solution qui doit les satisfaire tous les deux. Mais on a un leader, c'est-à-dire on a un décideur qui commence et ensuite le deuxième le suit. On a une hiérarchie dans le processus de résolution. Donc, le premier décideur va chercher une solution, va essayer de chercher une solution non dominée pour son problème, mais par rapport à un bloc, par rapport à X1 bar, c'est-à-dire par rapport à quelques composantes du vecteur X, mais pas tout le vecteur X. Donc, déjà, ça, ce n'est pas vraiment un problème multi-objectif, mais ça ressemble beaucoup à un problème multi-objectif. Alors, ensuite, il va définir de nouvelles contraintes qui seront imposées au deuxième décideur et qui doivent être prises en compte dans la résolution du deuxième problème. Voilà, après résolution du deuxième problème, on obtient une solution qui est, voilà, entre guillemets, normalement, elle doit satisfaire les deux niveaux, les deux décideurs. Voilà. Mais en général, ils peuvent rejeter la solution. Donc, ce que je vais faire maintenant pour définir l'ensemble de toutes les solutions, tous les compromis possibles, puisqu'on a une hiérarchie, on a des décideurs qui sont en action. Alors, je vais changer la nomination de la solution. Je vais l'appeler je vais l'appeler un compromis. Donc, je vais définir l'ensemble de tous les compromis possibles pour un problème de programmation linéaire à deux niveaux, en ignorant l'hiérarchie qui caractérise le problème à deux niveaux. Donc, je vais ignorer l'hiérarchie et définir l'ensemble de toutes les solutions. Donc, par l'intersection, l'ensemble de toutes les solutions N chapeau, c'est l'intersection des solutions du premier problème comme un vrai problème multi-objectif avec l'ensemble de toutes les solutions du deuxième problème en tant que vrai problème multi-objectif. Et de même, je fais pour les points extrêmes non dominés, l'intersection de l'ensemble des points extrêmes du premier problème avec l'ensemble de tous les points extrêmes du deuxième problème. Je définis similairement au cas multi-objectif, une facette non dominée, c'est l'intersection de des deux facettes non dominées qui sont définies à partir de l'ensemble des indices Q. Voilà, on fait toujours la même décomposition reste vraie, c'est-à-dire l'ensemble tous les compromis peut être décomposé en une union de facettes non dominées du problème multiniveau. Voilà, toujours un critère de non-dominance d'un point pour le cas multiniveau. Alors, un point PDX est une solution, est un compromis pour le problème multiniveau. Voilà, si seulement si il est compromis des deux niveaux, c'est-à-dire si seulement si le point P est un point non dominé pour les deux problèmes multi-objectifs. C'est le sens de cette somme. Le W1 et le W2, c'est le même qu'on a vu tout à l'heure. Le W1 et le W2, c'est ça. C'est le même. Donc, pour P égale 1, je résous ce problème. Je dois trouver un 0. Pour P égale 2, on doit trouver un 0. Dans ce cas-là, je dis que le point P est un point non dominé pour le problème multiniveau. C'est un compromis. Donc, pour pouvoir générer cet ensemble un chapeau, alors je commence par noter des chapeaux, le cardinal du cardinal de n chapeau de x, le cardinal de l'ensemble des solutions des points extrêmes non dominés, problème multiniveau. Ensuite, je définis l'ensemble de toutes les facettes, l'ensemble Gn de J, de toutes les facettes de S qui peuvent être générées
comme la combinaison convexe d'un sous-ensemble UU de un chapeau de X qui contient exactement G éléments. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des facettes qui ont exactement G point extrême contenu dans un chapeau de X. Donc, voilà, pour cet ensemble, déjà pour déjà localiser les vraies facettes, qui ont cette caractérisation. Alors, ce qu'on fait, déjà, on illustre tous les sous-ensembles de n de x de cardinal G et on substitue tous les éléments de U dans le système A tilde fois x égale B tilde et on récupère l'ensemble des indices Q qui va définir la facette pour lesquels l'indice I A tilde, la IM ligne de A tilde fois de quoi vérifie la IM équation du système linéaire à x égale B tilde pour récupérer déjà les facettes. Donc, le critère de non-dominance, alors on part de G supérieur ou égal à 2. Déjà, pour G égale 1, on a des facettes de dimension 0. Donc, qui sont les points extrêmes, voilà, qui sont des solutions. Donc, on part de G supérieur ou égal à 0. Voilà, je prends une facette de G. Alors, je dis que cette facette est non dominée si seulement si on a un point P dans son intérieur, c'est-à-dire dans un chapeau privé du point extrême. Voilà. Et ce point appartient à la facette. Voilà, je répète. Donc, je dis que la facette FQ est non dominée pour le problème multiniveau si ce point appartient à l'intérieur de cette facette, appartient à la facette et n'est pas un point extrême. Donc, pour générer un chapeau, alors je commence par générer les points extrêmes non dominés. Voilà, on utilise la méthode qui a été proposée toujours par Zenel et Liu. On peut aussi utiliser la méthode généralisée de la méthode du simplex, la méthode du simplex multicritère. Mais voilà, je préfère utiliser la méthode de Zenel parce que cette méthode est une version améliorée de la méthode du simplex multicritère. Donc, on construit une boucle, on part de G égale D wedge, c'est-à-dire on commence par la facette de dimension, de la plus grande dimension, donc jusqu'à la facette de dimension, voilà, jusqu'aux facettes de dimension 1. Donc, on commence par illustrer l'ensemble G indice G, puissance G. Voilà, on teste tous les éléments de G. Voilà, et on récupère l'ensemble un chapeau. On récupère les facettes. Voilà, on récupère l'ensemble un chapeau qui est constitué des facettes de G qui sont des facettes non dominées. Voilà, la non-dominance est testée en utilisant ce critère, en combinant les deux critères. Le critère de non-dominance utilisé pour les facettes avec le critère de non-dominance utilisé pour les points. Donc, un schéma qui résume donc, la procédure. Donc, je commence par obtenir l'ensemble un chapeau, l'ensemble des points extrêmes non dominés pour le problème multiniveau. Donc, s'il contient un seul élément, j'arrête. Alors, l'ensemble des points des compromis égale à un chapeau de X. Voilà, sinon, je pose D égale à 10 chapeaux. Donc, et je définis deux nouvelles ensembles, SP et W. SP, je vais récupérer les facettes non dominées et W va récupérer toutes les sous-facettes non dominées. Parce que toutes les sous-facettes, une facette non dominée est une facette non dominée. Donc, on illustre l'ensemble G. Alors ici, c'est l'ensemble G indice D. Il n'y a pas de chapeau. Donc, on commence par prendre un élément de G. On obtient l'ensemble V de toutes les sous-facettes de K. Alors, si K est une facette non dominée, alors je récupère K dans SP
et je récupère toutes la facette K et ses sous-facettes dans W pour éviter de les retester une autre fois. Donc, sinon, je passe directement je supprime la facette K et tous ses sous-facettes parce qu'une sous-facette, des facettes dominées et une facette dominée. Donc, je récupère toutes les facettes, la facette K et toutes ses sous-facettes dans W et je les supprime de G pour éviter de les retester encore une autre fois. Donc, si G est vide, alors si G est vide, si G est non vide, alors je prends une autre facette et je fais la même chose. Si oui, s'il est vide, alors je désincrémente le D. C'est-à-dire je prends les facettes de dimension inférieure. Donc, si D est supérieur strictement à 1, donc je peux refaire la même chose. Sinon, je regarde l'ensemble W. Donc, je rappelle que l'ensemble W contient toutes les facettes non dominées, toutes les facettes solutions. Donc, si l'ensemble W est vide, toujours, je suis l'ensemble des points non dominés du problème multiniveau égal à n chapeau DEX, c'est-à-dire les points externes non dominés. Donc, sinon, je récupère l'ensemble des solutions par la réunion de toutes les facettes contenues dans SP, voilà, dans SP, avec le n chapeau NDX, c'est-à-dire les facettes non dominées et les points extrêmes non dominés. Donc, voilà, maintenant, je vais appliquer la méthode donc adaptée pour la résolution des problèmes multi-objectifs sur l'ensemble n chapeaux. Alors, déjà, je commence par générer l'ensemble n chapeaux, utilisant la procédure que je venais de décrire. Ensuite, le premier décideur va, puisque un chapeau n'est en général pas convexe, et la méthode adaptée nécessite un ensemble de recherche qui est convexe, alors le premier décideur va choisir une composante qui est convexe, c'est-à-dire un sous-ensemble de n chapeaux qui est convexe. Donc, par exemple, ici, je prends ce segment bleu que j'appellerai un ensemble de tri. Alors, pourquoi un ensemble de tri? Parce que voilà, un chapeau contient tous les éléments de un chapeau sont des solutions non dominées pour le problème multiniveau, mais lui, voilà, il va choisir, on va lui appliquer la méthode adaptée pour choisir voilà, une solution qui préfère le mieux. Donc ensuite, on pose les bornes, puisque la méthode exige des bornes pour les variables de décision. Donc, la borne inférieure de la IGM composante va être le minimum entre toutes les IGM composantes de tous les éléments de NDEX, c'est-à-dire de tous les points extrêmes non dominés. C'est-à-dire, par exemple, dans la figure, j'ai 3 points extrêmes. Alors, on a choisi le segment. Donc, je vais prendre la borne inférieure de la IGM composante comme le minimum entre les IGM composantes entre les deux points externes. Donc, de même, je prends le maximum pour les bornes supérieures. Donc, ensuite, on commence par résoudre le problème multi-objectif du problème du premier niveau, c'est sur cette région qui est convexe. Alors, ensuite, on obtient un compromis pour le moment qui satisfait uniquement le premier décideur, c'est-à-dire le premier niveau. Donc, le premier décideur, il va choisir 2 fois N1, 2 fois N1 paramètres et il va, en résumé, il va décomposer cette région de recherche, cet espace de tri, en 2 parties, il va en choisir une. Voilà, c'est la traduction de ce que j'ai écrit ici. Il la décompose et il va choisir une région qui va être imposée au deuxième décideur. Donc, le deuxième décideur est contraint à résoudre son problème sur cette région
imposée par le premier décideur. Donc, c'est là qu'on redonne le sens de l'hiérarchie qui existait dans les problèmes multiniveaux. Donc, la solution obtenue, alors normalement obtenue en résolvant ce problème, normalement, elle doit satisfaire les deux décideurs. Alors, en conclusion, ce que nous venons de faire, voilà, on a défini un nouveau concept, le concept de solution non dominée qui était consacré aux problèmes objectifs et qu'on a généralisé au cas de problèmes multiniveaux. Voilà, sans prendre en compte l'hiérarchie qui existait. L'hiérarchie qui caractérisait le problème multiniveau. Donc, ensuite, on a donné une façon d'appliquer la méthode adaptée pour la résolution des cas multiniveaux. Alors, enfin, je vous remercie pour votre attention.